pas. Merci et que le son fonctionne aussi. Ok, alors le cours peut vraiment commencer pour de vrai. Donc, oui, alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 3 juin 2020 et aujourd'hui on a tout un cours pour vous, on a beaucoup de notions à voir. On va commencer avec mathématiques, air et périmètre, enseigné par Madame Marilou, suivi de la température, enseigné par Madame Stéphanie. Par la suite, Madame Catherine va venir me rejoindre en ligne pour pouvoir justement vous enseigner en écriture la suite du récit. Pardonnez-moi. On va ensuite faire un petit retour sur les œuvres que nous avons reçues. Le défi de Madame Stéphanie de vendredi dernier de recréer les œuvres. Alors on se souvient que moi j'avais recréé Frida Kahlo. Voilà, alors les œuvres que nous avons reçues, je vais maintenant les présenter. Donc plus tard dans l'émission, dans le cours, l'émission c'est la même chose, anyways. Et on va terminer avec une discussion donc sur le privilège blanc, sur le racisme et le mouvement Black Lives Matter. Vous allez voir, je crois que c'est quelque chose qui va vous intéresser, peu importe votre origine ethnique, parce que vous allez apprendre des choses que je suis certain que vous ne connaissiez pas, et vous allez aussi avoir des outils pour pouvoir répondre aux gens qui disent que le racisme, c'est terminé, ça n'existe pas. Oh, on est à Montréal, on est au Canada, on n'est pas aussi pire qu'aux États-Unis. On va en reparler tantôt. Donc, on commence avec une première capsule de Madame Marilou sur l'air et le périmètre. Bonjour, donc la capsule d'aujourd'hui va porter sur le périmètre et l'air. Donc, on va commencer avec le périmètre. Donc, le périmètre, c'est quoi? On va s'arrêter au mot périmètre. Donc, ici, j'ai le préfixe péri qui veut dire autour de et le suffixe mètre qui veut dire mesure. Donc, ça veut dire que c'est la mesure du autour de. Donc, en d'autres mots, c'est la mesure du contour. Donc, c'est comme un peu si j'ai encadré ma figure, je vais prendre que le cadre, donc que le contour. Ce que je dois faire, c'est que je dois utiliser les mesures de tous les côtés. Donc, même quand j'ai des figures complexes comme celle-ci en bas, je dois vraiment m'assurer que je n'oublie aucun petit côté. Une fois que j'ai la mesure de chacun de mes côtés, je les additionne ensemble et c'est ce qui va me donner mon périmètre. Donc, si je prends l'exemple de mon rectangle ici, j'ai un côté qui mesure 5 cm et un autre de 3 cm. Par contre, je sais qu'un rectangle a 4 côtés. Donc, comment je fais pour trouver la mesure des deux côtés qui me manquent? Je sais que dans un rectangle ou un carré, les côtés opposés ont la même mesure. Donc, si ce côté-ci mesure 3 cm, ça veut dire que le côté opposé va mesurer 3 cm aussi. Même chose, si mon côté d'en haut mesure 5 cm, mon côté opposé, donc celui d'en bas, va aussi mesurer 5 cm. J'ai la mesure de tous mes côtés, donc je les additionne ensemble. Donc, j'ai 5 cm plus 3 cm plus 5 cm plus 3 cm. Et donc ça va me donner 16 cm. Et donc ici, mon rectangle a un périmètre de 16 cm. Je vais juste me faire un petit peu de place. Si je prends mon triangle en bas, donc ici j'ai un triangle avec 3 côtés bien sûr, ce que je remarque tout de suite, c'est que j'ai 2 mesures qui sont en décimètres et une mesure qui est en centimètres. Donc, avant même de calculer mon périmètre, ça va être important que je fasse ma conversion d'unité de mesure pour m'assurer que j'ai la même unité de mesure partout. Donc, ici, je vais transformer mes centimètres en décimètres. Donc, 20 cm, je sais que c'est 2 décimètres. Et là, je vais pouvoir faire mon 2 décimètres plus 2 décimètres plus 2 décimètres et trouver un périmètre de 6 décimètres pour mon triangle. Et ici, donc dans ma mesure, même principe, j'additionne la mesure de chacun de mes côtés. Donc 3 plus 2, ça fait 5, plus 2, 7, plus 2, 9, plus 5, 14, et plus 3, 17. Donc 17 mètres, c'est la mesure de mon périmètre ici. Ce qui est important, c'est de s'assurer que tous nos côtés ont la même unité de mesure, sinon on fait des conversions nécessaires. Puis aussi, de s'assurer de ne pas oublier aucun côté. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux soit surligner le côté au fur et à mesure que tu l'additionnes, ou même le rayer une fois que tu l'as mis dans ton addition. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on n'additionne pas les unités de mesure. Donc, si je reviens ici, quand j'ai fait tout à l'heure mon 5 cm plus 3 cm plus 5 cm plus 3 cm, je n'ai pas additionné mon centimètre. Je peux faire centimètre plus centimètre plus centimètre plus centimètre plus centimètre égale centimètre, 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 centimètre. Ce que je veux dire par là, c'est que si je te donne l'exemple
d'additionner des pommes. Donc, si je te dis j'ai une pomme plus une pomme, tu vas me répondre, ben, ça me donne 2 pommes. Tu vas pas me répondre, ça me donne 2 pommes. Donc, t'as pas additionné le mot pomme avec le mot pomme. C'est un petit peu le même principe ici. Donc, mon unité de mesure, qui est le centimètre, le décimètre ou le mètre, ou peu importe, ne s'additionne pas. Donc, je pourrais avoir 1000 côtés en mètres, ben ma réponse va quand même être exprimée seulement avec mètre une seule fois. Donc ici, je te donne quelques exemples. Donc, j'ai un rectangle qui a 40 mm d'un côté, 3 cm de l'autre. Je vais te demander d'essayer de trouver le périmètre ici. Donc, je te laisse quelques secondes pour y arriver. OK? Sinon, si tu n'as pas eu le temps de le faire, tu pourras retourner à la fin puis le réessayer. Donc, si tu as un carré de 3 mètres, ce que je sais dans un carré, c'est que tous mes côtés ont la même mesure. Tous mes côtés sont égaux. Donc, ici, avec seulement la mesure de un seul côté, je suis capable de trouver mon périmètre de mon carré. Je pourrais additionner 3 mètres, plus 3 mètres, plus 3 mètres, plus 3 mètres. Mais il y a une façon un petit peu plus rapide de le faire. Donc, si je sais ici que j'ai 4 côtés qui mesurent chacun 3 mètres, je peux tout de suite faire 4 fois 3 mètres, donc 4 fois 3, qui me donne 12 mètres. Même chose pour les polygones réguliers. Donc, les polygones réguliers, ce sont les polygones qui, la mesure de chacun de leurs côtés est la même. Donc, si j'ai un pentagone régulier, donc chacun des côtés a la même mesure que les autres. Donc, ici, avec la mesure d'un seul côté de 5 mètres, je suis capable de trouver mon périmètre en passant aussi par la multiplication. Donc, j'ai 5 côtés de 5 mètres chacun. 5 fois 5, 25 mètres. Si tu as fait l'addition pour y arriver, c'est bon aussi. Maintenant, pour ce qui est de l'air. Donc, l'air, c'est quoi? C'est la surface, la superficie. Donc, c'est vraiment, si tu prends par exemple ta table, ben, tout ce que tu peux passer ta main, si tu fais la surface de ta table, si tu la laves par exemple sur le dessus, c'est ça ici qui va être son air. Donc, il y a 2 dimensions importantes à tenir en compte quand on calcule l'air d'une figure. Donc, on a la hauteur et on a la base, la longueur. Ici, je t'ai fait des exemples avec des unités non conventionnelles. Donc, les unités non conventionnelles, c'est tout ce qui n'est pas mètre, centimètre et tout ça. Donc, ici, j'ai utilisé les carrés unités. Okay? Donc, si je veux trouver l'air ici du rectangle, ben, je vais compter combien j'ai de carrés unités qui recouvrent la surface de ce rectangle-là. Donc, j'en ai un ici, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je pourrais dire que ce rectangle a une aire de 6 carrés unités. Ici, j'ai fait un exemple avec un losange. Donc, je vais faire le même principe. Je vais trouver l'aire de mon losange. Donc, je vois qu'ici, j'ai un carré unité, un autre ici, un autre ici et un autre ici qui sont complets. Donc, j'ai 4 carrés unités, je mets l'abréviation, qui sont pleins, donc qui sont complets. Je vois aussi que j'ai des moitiés de carré unité, hein, comme ici, ça me fait comme un triangle. Je vois que c'est la moitié d'un carré unité. Si je prends un carré unité puis je le coupe en 2 parties égales, j'arrive avec ce triangle-là. Ce qui veut dire que si je prends 2 triangles comme ça et que je viens les coller ensemble, j'arrive avec un carré unité. Donc, à chaque fois que j'ai 2 triangles comme ça me donne un carré unité. Donc, j'en ai un ici. J'en ai un autre ici. Un autre ici. Et un autre ici, ce qui me fait un autre 4 carrés unités de complet. Donc, je te donne un exemple. C'est comme si je prenais lui ici. Puis que je venais le coller ici à la place. Donc, ça me donnerait un carré unité. Je fais la même chose avec celui-là. Je viens le coller ici. Celui-là ici. Oups. Et celui-là ici. Okay. Donc, j'arrive à un total de 8. 8 carrés unités pour mon aire de mon losange ici. Donc, ça, c'est avec les unités non conventionnelles. Maintenant, avec les unités conventionnelles, donc je te donne un exemple ici avec centimètres, on va multiplier nos centimètres par des centimètres, ce qui va nous donner des centimètres carrés. C'est un peu comme le principe des exposants.
Okay? Quand tu as vu les exposants en début d'année, tu as vu que quand je faisais 9 fois 9, c'était la même chose que de dire 9 exposant 2. Ou à l'inverse, si je te donnais 8 exposant 2, par exemple, tu étais capable de me dire que ça faisait 8 fois 8. Ben, c'est un petit peu le même principe ici. Donc, quand j'ai des centimètres fois des centimètres, donc ici, c'est une multiplication. C'est pour ça que ça va me donner des centimètres carrés, donc centimètres exposant 2. Donc, très, très important quand tu calcules de l'air, de t'assurer que ton unité de mesure, une fois que tu nous donnes la mesure d'air, elle est toujours exposant 2, elle est toujours au carré. La formule pour calculer l'air, c'est la base fois la hauteur. Donc, un des côtés fois le côté d'en bas fois celui d'en haut. Ça peut être aussi le côté d'en haut fois celui du côté. Je me suis trompée tantôt, je disais celui d'en bas fois la mesure du côté. Tantôt, je disais en haut, pardon. Donc, ça me prend deux mesures. Ça me prend la base et ça me prend la hauteur. Donc, que je multiplie ensemble. Donc, ici, j'ai 4 décimètres fois 2 décimètres. Je veux savoir, ça me donne combien de décimètres? Donc, 4 fois 2, ça me donne 8 et décimètres carrés. Ici, parce que j'ai mon décimètre fois décimètre. Pour te donner un exemple, je peux venir le dessiner ici. Donc, si j'ai 2 décimètres, je les séparer en deux parties. Ici, j'ai une mesure de 4 décimètres. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais aller vérifier ma réponse. Est-ce que c'est bien 8 décimètres carrés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc oui, ça me donne bien 8 décimètres carrés. Ici, quand j'ai des figures complexes, comme celle qui est ici, ce que tu peux faire, c'est vraiment venir séparer ta figure. Donc ici, je sais que je suis capable de trouver l'air des rectangles et des carrés. Donc je vais essayer dans cette figure-là d'aller découper ma figure pour arriver avec des rectangles ou avec des carrés. Donc si je viens la couper, il y aurait deux façons de faire. Tu peux venir la couper ici comme ça, ou tu peux venir la couper ici sur la longueur. Donc peu importe, au final, tu vas arriver à la même réponse. Moi, je vais y aller comme ça. Donc, je viens la couper ici. Et j'arrive avec deux rectangles. Donc, je vais me concentrer sur le premier. Je vais chercher l'aire du premier rectangle. Donc, l'aire de mon premier rectangle, c'est 20 mm ma hauteur et 25 mm ma base. Donc, je vais faire mon 20 mm fois 25 mm. Donc, je peux faire mon copier-coller de 0. 2 fois 25. Ça me donne 50. Je vais reconnaître mon 0. Donc, ça me donne 500 mm carrés. Donc, ici, j'ai une aire de 500 mm carrés. Je vais venir calculer l'aire de mon deuxième rectangle. J'ai ma hauteur qui est de 10 mm, mais je réalise que je n'ai pas la mesure de ma base. Donc, ici, je vais devoir trouver la mesure de ma base. Je sais que tout ce côté-là ici mesure 45 mm. Et je sais aussi que ce côté-là ici mesure 25 mm. Moi, ce que je cherche, c'est le petit bout qui reste ici. Donc, pour le trouver, je vais faire la mesure de mon grand côté, donc qui est 45 mm. Puis, je vais venir retirer la mesure qui est en vert, donc de 25 mm. C'est comme si je n'ai enlevé, parce qu'on sait que les côtés opposés ont la même mesure. Donc, j'ai enlevé comme ce côté-là pour vraiment qu'il me reste que la mesure ici. Donc, 45 moins 25, ça me donne 20 mm. Donc, je sais que ce côté-là va mesurer 20 mm. Je vais faire... OK, excusez, je pensais que je pouvais faire pause, mais je ne peux pas. Donc, je vais juste effacer ici pour venir calculer l'aire de mon deuxième rectangle. Donc, j'ai 20 mm fois 6 mm. J'ai mon copier-coller de 0. 2 fois 1, 2. J'ai 2 zéros à venir coller. Millimètres carrés. Donc ici, j'ai une aire de 200 mm carrés.
Pour trouver finalement l'aire totale de ma figure, je viens simplement additionner l'aire de mon premier rectangle plus l'aire de mon deuxième rectangle. Donc 500 mm² plus 200 mm². J'arrive donc à 700 mm² pour cette figure. Pour ce qui est des triangles. Donc, ici, je le fais avec un triangle rectangle. Pour les triangles qui ne sont pas des triangles rectangles, tu vas plus voir ça au secondaire. Mais pour ce qui est des triangles rectangles, donc c'est un triangle qui a un angle droit, qu'on peut voir ici. Ce que tu peux faire, c'est poursuivre ton triangle afin d'en faire soit un rectangle ou un carré. Donc, si je continue mes côtés ici, puis j'ai formé un autre angle droit, je vois que ça me fait un carré qui est séparé en deux triangles égaux, un peu comme je l'ai fait tantôt, ici, avec mon losange. Donc, je vais trouver l'aire de mon carré total. Donc, ici, ça m'a donné un carré qui a des côtés de 3 cm. Donc, mon aire de mon carré, ça va être 3 fois 3, ça va me donner 9 cm². Et là, moi, je veux juste la moitié. Donc, je veux juste un des triangles. Donc, je vais faire mon 9 cm² divisé par 2 parce que je veux la moitié. Donc, ça va me donner une aire de 4,5. Je vais juste l'effacer pour qu'on le voit bien. 4,5 cm². Donc, mon triangle a une aire de 4,5 cm². Donc, ton petit devoir, tu dois me trouver l'aire et le périmètre pour chacune des figures suivantes. Donc, je veux l'aire et le périmètre pour chacune des figures qui est là en utilisant les stratégies que je t'ai montrées tout à l'heure. Et la deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est de construire un rectangle qui a une aire de 10 cm² et un périmètre de 22 cm. Donc, je veux que tu me construises ça aussi dans ton devoir. Bonne chance! Merci beaucoup. Donc, oui, alors, je vous rappelle, comme d'habitude, si jamais vous n'avez pas le temps de prendre le devoir en note, vous allez juste à réécouter la vidéo par la suite. Il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir la réécouter parce qu'elle est enregistrée comme tous les cours. Génial! On va maintenant continuer avec Madame Stéphanie, qui cette fois-ci va nous parler de l'écart de température au niveau mathématique. Comment est-ce qu'on peut dire que des fois il fait 20 degrés dehors et des fois il fait moins 20 degrés dehors? Donc, on va essayer de comprendre là, comment ça se fait tout ça grâce à Madame Stéphanie. Alors, on y va tout de suite. Aujourd'hui, on va parler des entiers relatifs. Donc, tous les nombres entiers positifs et négatifs compris entre les infinis. Tu connaissais le symbole de l'infini, donc moins tous les nombres à l'infini à tous les nombres positifs à l'infini. Les entiers relatifs, donc tu vas voir, peut-être plus au secondaire, tu vas voir qui est représenté à l'aide de la lettre Z, comprend les nombres entiers positifs, donc les nombres naturels, le symbole est un N majuscule, et les nombres entiers négatifs. Donc souvent, on va travailler avec la droite numérique, tu as remarqué sûrement quand on travaille avec les nombres. Avec les entiers relatifs, c'est la même chose et tu vas voir que ça va être très utile de travailler avec la droite numérique. Donc, particulièrement pour lire les nombres, mais aussi pour faire des calculs. Donc, si on décortique un petit peu notre droite numérique des entiers relatifs, tout ce qui est à gauche de mon zéro, donc plus ce sont les nombres négatifs, excuse-moi, et donc ce que mon petit mot qui est apparu, plus un nombre négatif est éloigné du zéro, plus il est petit. Comme dans mon exemple, le nombre moins 20 est plus éloigné de 0 que le nombre moins 10. Tu as remarqué? Donc, alors, moins 20 est plus petit que moins 10. Tout ce qu'on retrouve à droite de 0, ce sont mes nombres positifs. Donc, cette fois-ci, plus un nombre positif est éloigné du 0, plus il est grand. Comme dans l'exemple, le nombre 20 est plus éloigné de 0 que le nombre 10, alors 20 est plus grand que 10. Un nombre positif, de toute façon, est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Si tu te posais la question en ce qui concerne le 0, 0,
n'est ni un nombre négatif, ni un nombre positif. Tu remarques aussi que c'est pas nécessaire de mettre le symbole positif devant les nombres positifs, alors qu'il est très important de mettre le symbole le symbole de négation devant les nombres négatifs. Maintenant, à quel moment qu'on utilise les entiers relatifs, donc les différents contextes de la vie de tous les jours ou bien des situations mathématiques qu'on retrouve souvent dans la classe lorsqu'on parle des entiers relatifs. Souvent, c'est lorsqu'on va parler de la température. Je t'amène mon petit thermomètre ici. Donc, souvent, on va parler en fait des entiers relatifs avec le thermomètre. Donc, quand il fait très froid, on est en bas de 0. Quand il fait chaud, on est en haut de 0. À 100 degrés Celsius, l'eau bout. Ensuite, quand on parle d'argent aussi, on peut avoir une situation où j'ai beaucoup d'argent et je dois de l'argent à quelqu'un. Donc, si je te dois 10 $, j'ai moins 10 dans mon portefeuille. Donc, ça peut être une situation mathématique aussi qu'on peut retrouver. La situation aussi où on est au niveau de l'eau. Donc, en dessous de l'eau seraient les nombres négatifs. Au-dessus de l'eau seraient les nombres positifs. Même chose au sol. Donc, si on parle, par exemple, d'un ascenseur, donc, au niveau du sol, en allant vers le haut, on serait dans les nombres positifs. Et si on va vers le sous-sol, par exemple, dans un métro ou les stationnements étagés là, qui sont sous les gros immeubles, on sera dans le négatif. Mais nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est de calculer les écarts de température. Premièrement, pour calculer l'écart entre deux nombres entiers positifs, tu vas voir, c'est simple. C'est soustraire les deux nombres. Si je te pose la question, quel est l'écart entre 3 degrés Celsius et 10 degrés Celsius? Donc, on va voir qu'il y a un écart de 7. Donc, je fais 10 moins 7. Il y a un écart de 7 degrés Celsius. Deuxièmement, pour calculer l'écart entre deux nombres entiers négatifs maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Je vais soustraire les deux nombres. Quel est l'écart entre moins 7 degrés Celsius et moins 1 degré Celsius? 7 moins 1, donc j'ai un écart de 6 degrés Celsius. Mais, oh, c'est vrai, j'ai oublié. Tu remarqueras que même si j'ai calculé l'écart entre deux entiers négatifs, tu remarqueras que je ne vais pas écrire qu'il y a un écart de moins 6 degrés Celsius. Donc, la réponse, quand je calcule des écarts, peu importe si ce sont des nombres négatifs, positifs, je vais toujours l'écrire en nombre positif. Donc, je n'écrirai jamais moins 6, un écart de moins 6 degrés Celsius. Et troisièmement, pour calculer l'écart entre un nombre entier positif et un nombre entier négatif. Donc, cette fois-ci, j'ai un petit peu plus d'étapes. Donc, je vais calculer l'écart entre le nombre négatif et 0. Je vais ajouter le nombre positif et additionner les deux. On regarde l'exemple. Quel est l'écart entre moins 7 degrés Celsius et 8 degrés Celsius? Sur ma droite numérique. Donc, je vais aller voir mon écart entre moins 7 et 0. Donc, j'ai un écart de 7. Ensuite, de 0 à 8, j'ajoute 8 et je les additionne ensemble. Donc, 7 plus 8, ce qui me fait un écart de 15 degrés Celsius. Petit exercice pour voir si tu as bien compris. Je te demande quel est l'écart de température entre ces deux thermomètres. Je vais t'aider un petit peu
pour repérer rapidement les nombres exacts. Donc, le premier thermomètre, et là, je vais être dans la colonne des degrés Celsius et non des degrés Fahrenheit. J'ai moins 13 degrés Celsius, alors que mon deuxième thermomètre indique 24 degrés Celsius. Donc, je te laisse quelques secondes pour trouver l'écart de température entre les deux thermomètres. Si tu utilises mon truc de la page précédente, ça devrait aller rapidement. Donc, est-ce que tu as calculé l'écart entre le nombre négatif et 0, qui est 13? Tu as ajouté le nombre positif, qui est 24, et tu as additionné les deux nombres, donc c'est-à-dire 13 plus 24, 37. Donc, il y a un écart de 37 degrés Celsius. Est-ce que vous l'avez eu? Oui? Donc, si tu veux te pratiquer un petit peu, parce que c'est sûr qu'il va y avoir une ou deux questions dans le contrôle de vendredi sur les écarts de température, je t'invite, on va changer de page, je t'invite, donc tu pourras aller revoir l'adresse Internet qui se retrouve ici. Donc, tu peux créer ta droite numérique et tu peux t'amuser, en fait, à travailler tes écarts de température. Donc, si je me demande l'écart de température entre moins 20 et 0, c'est un petit peu facile, et 15, disons. Donc, je réfléchis, je fais mon écart entre moins 20 et 0, entre 0 et 15, qu'est-ce que je trouve? Et je peux faire apparaître la réponse ici. Donc, tu peux vraiment t'amuser à trouver les écarts de température d'un entier à l'autre. Donc, j'espère que je t'ai donné un coup de pouce et prépare-toi pour des petites questions pour vendredi. Bye bye! Excellent, je m'excuse. Donc, j'étais en train de répondre à mes élèves sur YouTube. Donc, oui, alors, merci beaucoup, Madame Stéphanie. C'est intéressant justement de savoir la différence et comment calculer justement les écarts de température parce qu'il y a des nombres, comme les nombres naturels peuvent être positifs ou négatifs, ben c'est là qu'on va avoir les petits pépins parfois. Pour répondre à la question de certains élèves qui me disaient qu'ils avaient de la difficulté à comprendre les formes irrégulières, eh bien, justement, le jeudi, c'est le moment où les enseignants sont disponibles pour répondre à vos questions. Vous savez, mon horaire, ceux de ma classe, donc vous avez à 11h, vous êtes en anglais avec Madame Lucie, mais par la suite, je serai disponible jusqu'à midi et demi ou même peut-être 1 heure, dépendamment de vos besoins, pour répondre à vos questions. Donc, ce sera le moment demain pour que je puisse vous expliquer le tout, ceux qui n'ont pas compris, même en réécoutant la vidéo aujourd'hui. Ok, donc maintenant qu'on a fait en mathématiques l'air et le périmètre ainsi que la température, j'inviterai Madame Catherine à me rejoindre pour pouvoir justement faire la prochaine partie qui est en écriture, le récit. Alors voyons voir si ça va fonctionner, si ça va pas bugger comme la dernière fois. On essaye. Cette fois-ci, ça va fonctionner. J'espère. Oui. Alors, donc, Catherine, merci de te joindre à moi aujourd'hui en live, en direct, pour m'aider à enseigner le français et particulièrement l'écriture parce que tu es une professionnelle de l'écriture. François, arrête, je suis pas une professionnelle, je suis une passionnée. J'adore écrire, j'aime écrire tous les styles de texte. Et puis, aujourd'hui, on a affaire, je pense, au récit. Donc, c'est assez particulier le récit parce qu'il faut quand même suivre un plan. Puis, c'est assez long écrire un récit. Si on veut bien le faire, on a des étapes, puis il faut les respecter. Exactement. Dans le fond, lundi, on a déjà vu la situation initiale ainsi que l'élément déclencheur. Et aujourd'hui, avec toi, on va voir le déroulement, donc les péripéties, ainsi que le dénouement.
Et en fait, c'est le morceau qui est peut-être le plus difficile à écrire, mais qui est le plus intéressant parce que c'est dans ce morceau-là qu'on peut lâcher notre folie. On peut permettre à notre personnage de vivre beaucoup de situations, beaucoup d'aventures. Et c'est à nous de dire est-ce qu'on va trouver la solution ou on le laisse continuer à chercher puis à avoir des problèmes. Donc, c'est vraiment selon notre imagination. Et c'est des fois les élèves, attention par exemple, vous écrivez 300 mots, qui est excellent, mais il y en a d'autres qui se perdent avec 800-900 mots, mais il faut que ça soit quand même intéressant. Donc, c'est ça. Il faut réduire, mais avec de la qualité. Il faut garder ça concis. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que tout ce qu'on met et justement tout ce qu'on écrit est nécessaire et apporte quelque chose à l'histoire. Puis c'est ça, des fois, le défi. Donc, comment réussir à écrire des choses qui vont apporter quelque chose à l'histoire, des éléments, pardon, qui vont apporter une suite à l'histoire et non pas juste remplir des phrases, remplir des lignes. Puis, un des trucs que moi, je me donne quand j'écris, quand je fais ma relecture, parce que c'est important de se relire avant de remettre notre travail, donc c'est de me dire, est-ce que mon lecteur, s'il ferme ses yeux, il va voir toutes les situations dans lesquelles j'ai mis mon personnage. Donc, si, par exemple, mon personnage s'en va visiter une usine, ben, est-ce que j'ai parlé de l'usine? Est-ce que j'ai dit elle était comment? Elle était en plein jour, en pleine nuit? Est-ce que j'avais peur de décrire comment je me sentais? Donc, le plus que je mets d'éléments pour que mon lecteur puisse voir dans sa tête l'histoire, c'est là où est-ce que ça fait que c'est une meilleure histoire. Tout à fait, tout à fait. Alors là, je propose qu'on plonge directement dans le déroulement, aussi appelé les péripéties. Donc, je sais que souvent, cette étape est présente diverses péripéties. Quand on parle des péripéties, on parle de quoi, par exemple, Catherine? Ben, en fait, les péripéties, ce sont les actions et ce sont, dans le fond, les problèmes que rencontre mon personnage. Et puis, ben, dans le déroulement, donc, ce que vous allez avoir à écrire aujourd'hui, vous avez déjà donné un élément déclencheur. Donc, le personnage a vécu une situation dans laquelle il se retrouve et aujourd'hui, il doit tenter de résoudre la situation. Et là, pour avoir un peu de croquant, parce qu'on pourrait dire, par exemple, là, je donne un exemple comme ça, mon personnage est allé au parc, mais Monsieur François, parce que c'est Monsieur François, notre personnage. Monsieur François, après avoir fait sa rencontre Zoom, est allé au parc, a perdu son porte-monnaie, et quand il rentre à la maison, il se rend compte qu'il n'y a plus son porte-monnaie. Donc là, ça, c'est mon élément déclencheur. Monsieur François a perdu son porte-monnaie. Mais là, aujourd'hui, je dois tenter de résoudre. Donc, qu'est-ce que va faire Monsieur François pour avoir une solution à cet élément déclencheur-là? Donc, il va retourner au parc. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ça qui va arriver dans mon histoire. Donc, Monsieur François retourne au parc. Sur son chemin, il croise. Et là, c'est là que ça commence à être intéressant parce que là, dans ma péripétie, qui est-ce qu'il va croiser? Et là, il croise un ancien élève. Et là, son ancien élève a l'air louche. Oh là là. Et là, Monsieur François remarque que l'élève a la main dans sa poche et semble avoir un porte-monnaie. Donc là, vous voyez, là, je ramène mon élément déclencheur, puis là, j'essaie de tricoter autour là, pour faire une histoire intéressante. Alors là, Monsieur François se demande, parce que dans les péripéties, on peut avoir accès à ses pensées. Est-ce qu'il va demander à l'élève? Est-ce que c'est son portefeuille? Est-ce qu'il va se sauter sur son ancien élève pour rattraper le portefeuille? Ou il va continuer son chemin pour aller voir si son portefeuille n'est pas au parc où il l'a perdu? Alors, si je suis un bon écrivain, je peux décider d'établir les trois, d'essayer de faire les trois. Si je suis un auteur qui a peut-être un petit peu moins d'idées, ben je peux choisir un des trois. Puis là, ben moi j'ai le goût d'avoir de l'action. Fait que Monsieur François saute sur son ancien élève, attrape le porte-monnaie dans les poches de son ancien élève pour se rendre compte que ce n'est pas le porte-monnaie qu'il a perdu. Alors, Monsieur François doit s'excuser et continuer son chemin. Donc ça serait une idée de déroulement comme ça qui m'est venue en tête. Ben oui, bravo. Donc, justement, ce que je comprends bien, c'est que dans les diverses péripéties qui vont se passer dans le déroulement, c'est des actions, c'est des événements, c'est toutes les aventures qui vont permettre au personnage de poursuivre la quête. Exactement. Donc, dans le fond, le déroulement va comprendre toutes les pensées, comme tu as dit, les paroles ou les actions des différents personnages en réaction avec l'élément déclencheur. Donc, dans le fond, peu importe ce qui va arriver, c'est toujours en réaction avec ce qui est arrivé et qui a créé la quête. Exactement. Et là, ce qu'on vient de faire, là, François, là, c'est une des plus grosses stratégies en écriture. C'est qu'on a fait notre histoire à l'oral. On l'a raconté.
Donc là, ça a mis un peu des images dans ma tête, ça a mis des mots sur qu'est-ce que je voulais dire parce que honnêtement, je viens de la composer, mon histoire, là. Je viens de l'inventer avec toi. Donc là, je serais prête maintenant que dans ma tête, elle est claire. Ben, je serais prête peut-être là à l'écrire. Ça va être plus facile maintenant de mettre ces phrases-là sur papier. Tout à fait. Puis une fois qu'on a toutes ces phrases-là, ben dans le fond, on va réussir à retrouver tous les efforts que les personnages vont faire pour résoudre le problème. Et le plan, une fois qu'il est fait, ben il nous reste à l'écrire. Puis à le reviser. Parce que, hein, je l'ai bien dit la première fois, hein, écrire, ça prend pas 5 minutes. Souvent, les élèves vont vous décourager parce que vous pensez que faut que mon histoire soit bonne tout de suite. Mais ça se peut que j'écrive une page, que je rature, que je recommence. Donc, que les phrases que je voulais un événement, je l'écris, puis finalement, il va se passer après. Donc, je fais des flèches. Donc, écrire, ça prend du temps. Puis, ben, ça prend des changements aussi. On n'écrit pas du premier coup. D'ailleurs, vous connaissez probablement tous l'autrice Catherine du Grand-Rodet. Oui. Pensez-vous vraiment qu'elle, quand elle écrit une histoire, elle écrit le premier coup, c'est comme ah, parfait! Elle donne à son frère le publie tout de suite? Ben non. C'est non. Effectivement, parce que oui, pour ceux qui ne savaient pas, c'est son frère qui est la maison d'édition. Oui. Une petite parenthèse. Une petite parenthèse. Fait que oui, donc pour le déroulement, exactement, on l'a fait. Maintenant, il nous reste le dénouement dont on voulait parler aujourd'hui. Et le dénouement, dans le fond, ben, c'est le moment où le personnage réussit ou échoue sa mission, c'est ça, Catherine? Exactement. Donc là, à la fin, dans le fond, vendredi, on va être rendu là où est-ce que on va savoir si M. François a retrouvé ou non son portefeuille. Ça, c'est mon histoire à moi. Je veux que personne écrive cette histoire-là, là. Donc, parce que de toute façon, je l'ai, mon portefeuille il est juste ici. Donc, si jamais il disparaît, si j'appelle Catherine, j'appelle la police tout de suite. Donc là, cette semaine, si je fais un petit résumé, dans le fond, vous avez déjà écrit votre début d'histoire, donc personnage et lieu. Vous avez trouvé un élément déclencheur à votre histoire, donc un problème. Là, cette semaine, on vous demande d'écrire qu'est-ce que votre personnage va faire pour résoudre le problème. Il peut faire une tentative qui va échouer et une tentative dans laquelle il va réussir. Et vendredi, on va pouvoir écrire la situation finale. Exactement. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'oubliez pas que, comme d'habitude, tout est enregistré, vous pouvez le réécouter, évidemment. Oui, puis François, c'est une petite proposition comme ça. Je pourrais peut-être fournir un plan, donc qu'on pourrait envoyer aux élèves parce que avec, dans le fond, qui nous permettrait d'écrire des petites idées. Ceux et celles qui sont en panne d'idées, hein, je l'avais dit dans ma petite capsule, se faire un plan, ça nous permet de mieux s'organiser. Alors, j'enverrai un plan pour ceux qui ont besoin, comme ça va les aider à guider leur écriture. C'est vraiment gentil, oui. Puis je pense bien que tous mes élèves aussi vont bien en profiter. Excellent. Ben, merci Catherine. Donc, je vais continuer le cours tout seul. Là, je pense que toi, tu vas retourner dans les chats pour s'assurer qu'il n'y a pas de commentaires inutiles. Ben, en fait, c'est le temps là de poser des questions. S'il y a des questions sur l'écriture, écrivez-moi pas que j'étais bonne, oh yes, come on, des choses comme ça. C'est pas la place. Vous me posez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Excellent, merci beaucoup. Bye bye. Bye. C'était
Donc, excuse-moi. Parce que mon son n'a pas fonctionné maintenant, ceux justement qui n'ont pas pu comprendre, je m'excuse, my God, vous n'avez qu'à réécouter la vidéo par la suite et retourner voir ce qui était écrit puis le relire sans problème. J'ai juste simplement lu ce que j'avais écrit, donc vous avez encore les notes. On peut continuer. J'aimerais donc faire un retour avec le défi de Madame Stéphanie qui nous a demandé de reproduire des œuvres d'art vendredi dernier. Et finalement, eh bien, on a commencé à recevoir certaines œuvres. Je vais être honnête avec vous, de ma classe, je n'ai reçu aucune œuvre de mes élèves, alors aucun de mes élèves n'est présent aujourd'hui dans la vidéo. Toutefois, si jamais, entre-temps, vous envoyez, là, peut-être qu'on va faire un petit retour à la fin de la semaine. On verra s'il y a plus d'élèves qui participent. Donc, on va commencer avec mademoiselle Juliette Simard qui a fait ici, une belle représentation de l'œuvre. Donc, on se souvient que Madame Stéphanie avait bel et bien demandé d'utiliser les membres de sa famille, d'utiliser des jouets, du maquillage s'il fallait, et que on gardait par contre vraiment l'essence même de l'œuvre. Alors ici, l'œuvre de Mademoiselle Juliette Simard. On continue avec Raphaël Séguin. Oui, alors Raphaël Séguin ici, on reconnaît aussi très bien l'œuvre qu'elle a imité ou rendu hommage, devrais-je dire, parce qu'on voit justement là, quand il y a ici là, les deux personnes, je me souviens là, de ce tableau-là, c'était vraiment très bien réussi. Félicitations ma chère Raphaël. Et on termine avec Malaïka Févilien, qui a cette fois-ci utilisé l'œuvre de Pablo Picasso et elle n'a pas eu peur de s'utiliser elle-même. Alors oui, on se souvient, c'était le visage avec des formes géométriques à l'intérieur. Félicitations, c'est vraiment un excellent travail. Donc vraiment bravo aux 3 élèves qui ont participé et qui ont donné. Donc ici, alors on m'a dit que c'était Berlinda, je suis désolé, j'ai pas écrit le bon nom, je suis désolé. Donc c'était Berlinda qui avait fait l'œuvre juste avant celle de Malaïka. Maintenant, on va continuer. Voilà. Alors, c'est tous les œuvres au niveau des œuvres qu'on a reçues. On va maintenant continuer avec le sujet dont je voulais parler, le sujet de l'heure. En fait, c'est malheureusement le sujet de l'heure, devrais-je dire. Quand on parle de racisme, on parle de privilèges blancs, on a parlé du mouvement. Là, dans les médias, on entend beaucoup parler de brutalité de policière. Et là, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est? Le racisme, moi, est-ce que je suis raciste? Donc, vraiment, on se pose beaucoup de questions à savoir, justement, là, comment ça fonctionne et tout. Donc, pour l'instant, je ne vous demande pas de réagir dans les commentaires, s'il vous plaît. Vraiment, juste vraiment d'écouter et après, je vais en parler. Mais donc, pour l'instant, je ne veux pas qu'on écrive des commentaires parce que ça va faire bugger la vidéo, mais aussi, c'est que ça va empêcher certaines personnes d'écouter le vrai message que j'envoie pour l'instant. Donc, on va commencer en écoutant une petite capsule de 4 minutes créée par Télé-Québec avec le documentaire Briser le code, donc qui va parler des privilèges blancs. Une fois que vous allez donc avoir écouté ça, je vais vous revenir. Donc, on se revoit tout de suite après. Aucun problème. Ce que je vais faire, je vais tout simplement vous envoyer le lien à écouter. Puis, vous allez pouvoir maintenant me répondre. Donc, pas de problème. Alors, donc, je vais faire un résumé là, de ce qu'elle était en train de dire. Puis, je vais vous envoyer la vidéo par la suite pour pouvoir justement l'écouter au complet. C'est vraiment très bien fait. C'est super intéressant. Donc, en gros, l'élément à retenir, c'est que oui, comme elle disait, tu peux être un homme blanc, hétérosexuel par exemple, et quand même chrétien, je sais pas, et quand même recevoir avoir une vie difficile. Le point, c'est qu'il faut comprendre que le privilège blanc, même si tu vis des choses qui sont difficiles, ce n'est pas à cause de la couleur de ta peau. Okay? Donc, c'est vraiment ça l'élément à retenir. C'est que le privilège blanc, c'est pas une question de dire ben là, les personnes racisées ou les personnes caucasiennes, les personnes blanches, ils ont des privilèges ou ils n'ont pas de privilèges. En fait, c'est vraiment ce qu'il faut réfléchir, c'est de réaliser que il existe dans notre société occidentale des privilèges pour les gens qui sont blancs. C'est-à-dire qu'ils ont une vie un peu plus facile. Je m'excuse. Ça veut dire que c'est que toutes les personnes qui sont blanches, les défis qu'ils vont avoir dans leur vie, ce n'est pas à cause de leur couleur de peau.
OK? Et là, avant que j'aille plus loin, souvent là, on me dit, ben là, le mot racisme, c'est pas un beau mot parce que le mot racisme vient du mot race, mais là, il y a une seule race, l'être humain, donc on peut pas vraiment dire du racisme parce qu'on est une seule race. Oui, vous avez tout à fait raison. Et je voulais vraiment bien vous expliquer pourquoi le racisme, c'est un terme qui est accepté actuellement. Parce que dans le fond, il faut comprendre que le mot racisme définit une discrimination qui est basée sur des apparences physiques ou culturelles, ok, qui étaient autrefois considérées comme faisant partie d'une race différente. Donc, le mot racisme sous-entend que on est conscient qu'il y a une seule race, l'être humain, mais qu'il y a des gens qui vont quand même vivre des discriminations à cause des gens ou le système qui a une perception comme si avoir une couleur de peau différente ou venir d'un autre pays ou avoir une culture différente fait de toi quelqu'un de différent, ok? Au niveau donc des races. Maintenant, un autre mot justement que je voulais aborder avec vous, c'est lorsqu'on parle, tu sais, souvent on dit, ah ben là, les gens noirs, les noirs, bon, chaque année, j'enseigne pas à Montréal-Nord, avant j'enseignais à Montréal-Nord, où il y a une communauté haïtienne très grande, et maintenant je travaille et j'enseigne à Rivière-des-Prairies, où il y a également une multitude de cultures différentes, d'ethnies différentes, et entre autres, il y a des Africains et des Haïtiens, donc il y a des gens vraiment des afro-descendants, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et chaque année, je demande, est-ce que le terme noir, c'est un terme que vous trouvez qui vous décrit, ou est-ce que c'est un terme que vous acceptez, est-ce que c'est un terme, donc, à savoir justement quelle est l'opinion des gens par rapport à ça. Là, je vous demande toujours pas d'écrire vos commentaires, là. Donc, et ce qui me revient tout le temps, c'est que chaque personne a sa propre opinion. Et c'est vraiment ça le point qui est intéressant à savoir, c'est que pour certains, quand je dis « Ah, les noirs », eux sont comme non, moi je suis brun, je suis pas noir, premièrement. Et deuxièmement, j'aime pas ça, ça nous catégorise comme si on était un seul melting pot alors qu'on est tous différents. Il y a d'autres personnes qui me disent « Ah oui, les gens noirs, pour moi, je comprends ça, c'est quelque chose de très... de rassembleur, puis je comprends vraiment ce terme-là. » Donc, il y a vraiment les deux visions par rapport à ça. OK? Je me suis donc renseigné à savoir, mais là, est-ce qu'il y a une définition qui représente mieux l'un ou l'autre? Souvent, je vais parler des gens qui sont afro-descendants, donc ça veut dire que leurs origines, leurs ancêtres viennent de l'Afrique, okay? Et encore une fois, l'Afrique, on parle évidemment d'un continent qui a une quantité de pays, en fait, c'est le continent avec le plus grand nombre de pays sur son territoire. Donc, nécessairement, on s'entend que les cultures sont variées et tout, mais on parle vraiment ici des ancêtres, là. Donc, par exemple, si tu es haïtien, ça fait 200 ans que tes ancêtres ont quitté, plus de 200 ans maintenant que tes ancêtres ont quitté l'Afrique. Okay? Alors, donc, je me suis renseigné à savoir justement s'il y avait des termes plus intéressants à aborder et tout. Et souvent, j'entends parler des gens qui sont des personnes racisées. Alors, une personne racisée, justement, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est d'une autre race, parce qu'on se souvient qu'il y a une seule race. Une personne racisée, et c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que la définition, c'est vraiment le fait de dire que tu reconnais qu'il y a un système dans lequel... un système racial, donc le mot racisé vient du fait qu'il y a le racisme, ok? Et donc tu es conscient que des gens vivent des discriminations parce que physiquement, ils ont une différence culturelle ou de teinte de peau qui amène le système raciste à les traiter différemment. Et donc, on explique que justement le terme personne racisée va toujours exister tant aussi longtemps que le racisme va exister. Et c'est vraiment ça. Et un jour, espérons-le, lorsque le racisme aura disparu, ça c'est vraiment un vœu, je pense que tout le monde souhaite, et bien là, à ce moment-là, on pourra arrêter d'utiliser le terme personne racisée, parce que justement, il n'y aura plus aucune différence. Mais là, en ce moment, est-ce qu'il y a vraiment une si grande différence que ça? Tu sais, je veux dire, la plupart d'entre vous, vous avez grandi dans un quartier où il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les ethnies, de toutes les religions. Puis, depuis qu'on est petit, depuis que vous êtes petit, on vous dit que tout le monde est pareil, que tout le monde doit s'aimer, et qu'on ne doit pas faire de la discrimination à cause de la couleur de peau. Et je suis pas mal certain que la majorité d'entre vous, vous vous dites, ben oui, c'est vraiment niaiseux, pourquoi est-ce que quelqu'un ferait une discrimination? Eh bien, le problème, c'est que même si depuis que vous êtes petit, on vous dit que tout le monde est pareil, et
que tout le monde doit être traité de la même manière, il ne devrait pas avoir de discrimination, puis que le racisme, il y en a de moins en moins. Et même si on vous raconte tout ça, dans les faits, vous recevez également des messages des médias ou des films dans lesquels, justement, on remarque que, comme l'a expliqué la journaliste dans la capsule juste avant, là, vous allez pouvoir le réécouter, souvent dans les films, les méchants vont être... pardon, je recommande, mais justement, souvent les personnes racisées vont être présentées comme étant les méchants, ou des gens en prison, ou des gens qui prennent de la drogue, ou des gens... Donc souvent, c'est ce qui va arriver, c'est que le héros qui est blanc, là je dis pas 100% des films, mais j'ai dit une grande majorité des films, le héros qui est blanc va aller et va aider les personnes des communautés, et c'est souvent ça qui va arriver dans les films. Donc, inconsciemment, même si on vous a jamais dit « Hey, toutes les personnes racisées sont des criminels qui prennent de la drogue et qui vont en prison », tu es habitué dans les films, dans les jeux vidéo, d'assister à ce genre d'images. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des gens qui vont... excusez-moi. C'est pour ça qu'il va y avoir des gens qui vont associer ces éléments-là. Maintenant, le mouvement Black Lives Matter. Là, c'est ça dont je voulais vous parler. Parce que souvent, justement, d'ailleurs, il y a un élève, là, on n'a pas besoin d'écrire de nom, qui a écrit « Ah, mais des fois, ce sont les Noirs qui se mettent dans une position, qui font que... » Bon. Là, sans entrer dans les détails puis parler des événements des derniers jours, des dernières semaines, les statistiques sont là en ce moment. Là, c'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Je veux vraiment parler de ce mouvement-là. En tant que tel, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça s'appelle Black Lives Matter et pourquoi ça s'appelle pas, par exemple, All Lives Matter. Donc, Black Lives Matter, ça veut dire la vie des gens noirs compte. Et pourquoi ça s'appelle pas la vie de tout le monde compte? Parce que souvent, justement, les gens vont se dire mais là, si tout le monde est pareil, pourquoi est-ce qu'il y a un mouvement qu'on dit qu'il faut sauver les gens noirs? Je veux dire, il faut sauver tout le monde parce qu'en principe, tout le monde est pareil, n'est-ce pas? Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on améliore la qualité de vie d'un groupe qui est marginalisé, donc d'un groupe qui est discriminé, d'un groupe qui est traité différemment des autres, lorsque tu réussis à améliorer leur qualité de vie à eux, leur sécurité, par exemple, toutes les autres personnes de la société, eux aussi vont bénéficier de ça. Donc, c'est comme si je vous disais, un exemple aussi que j'aime bien voir, c'est supposons qu'il y a ta maison qui est en feu et que tu appelles les pompiers en disant « Vite, tu dois venir arroser ma maison. » Si eux te répondent « Oui, mais toutes les maisons comptent, donc on va aller arroser toutes les maisons. » Puis, pareil, pour que tout le monde soit égal, ben on s'entend que ta maison à toi, ben, elle va quand même brûler. Donc, quand on parle de ça, ça veut dire que c'est pas que quand on dit Black Lives Matter, c'est pas qu'on dit que la vie des autres ne vaut pas ou vaut moins ou que là, il faut juste aider la vie des gens racisés. Mais non. Ce qu'on dit, c'est que ces gens-là vivent tellement de discrimination déjà, ok, consciente ou inconsciente de la part de la société et des gens qui la composent, qu'on doit absolument focaliser pour aider cette population-là, parce qu'en le faisant, c'est sûr que tout le monde va également en bénéficier. C'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on voit Black Lives Matter, puis après on va voir All Lives Matter, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ça s'appelle pas All Lives Matter, je m'excuse. Pourquoi on dit pas toutes les vies comptent? C'est parce que quand on dit la vie des gens noirs compte, on n'est pas en train de dire les autres ne comptent pas. On dit juste n'oubliez pas cette vie-là qui en ce moment est oubliée. Et c'est vraiment ça. Il y a plein d'autres exemples que je pourrais vous donner. Là, c'est que je sais juste pas, là, ici, avec l'heure qu'il est rendu, je sais juste pas votre niveau de concentration à cette heure-ci. Avant de terminer, j'aimerais donner un exemple concret pour les privilèges. Okay? Quand on parle des privilèges, imaginez que vous êtes tous dans la classe. Vous êtes dans votre classe. Okay? Tout le monde est contre le mur du fond. Bon, si votre classe a des murs, évidemment, mais on n'embarquera pas là-dedans. Donc, imaginez que vous êtes au bout de votre classe, okay? Et que de l'autre côté de la classe, complètement, il y a un bac de recyclage et qu'on vous demande, OK, tout le monde, votre défi aujourd'hui pour passer la classe, pour passer l'examen, je ne sais pas, vous devez prendre votre papier, faire une boule avec et la lancer au travers de la classe dans le bac de recyclage. Okay? Jusque-là, tout le monde va le faire. Parfait! Mais, qu'on vous dit parfait, si jamais tu es une personne blanche, bon, en fait, imaginez qu'on commence là, pour vous faciliter la tâche,
OK, personne ne réussit à le faire, c'est trop loin. Alors, tout le monde, on va vous mettre au milieu de la classe. OK, donc, vous êtes au milieu de la classe et vous devez lancer donc, dans le bac de recyclage. Si tu es une personne blanche, avance d'un pas. Après, si on dit, mettons, si tu es une personne racisée, recule d'un pas. Si tes deux parents sont encore ensemble, avance d'un pas. Si tes parents sont séparés, recule d'un pas. Si tu as de la famille qui est en prison, recule d'un pas. Si tu as de la famille, si tes parents sont riches, avance d'un pas. Et donc, et ainsi de suite. Donc, si chaque fois qu'on utilise des privilèges ou on donne différents exemples, les élèves finalement vont être un peu partout dans la classe et après, ils ont tous le droit de lancer la boule de papier dans le recyclage. Toutefois, on s'entend qui aura le plus de facilité à le faire? Les gens qui sont plus proches. C'est ça un privilège. En gros, c'est le fait de se dire que dans ta vie, même si oui, tu peux rater ton lancer, ça se peut que tu ne sois pas capable de lancer comme il faut puis que tu le rates. Toutefois, si tu le rates, c'est pas parce que tu étais une personne racisée, parce que tes parents sont séparés ou parce que... Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vraiment, ça, c'est un exemple assez réducteur et simpliste pour imaginer comment la vie est faite. Donc, j'espère que c'est une réflexion que vous allez avoir. Et en ce moment, on se demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pouvoir aider et pour pouvoir être un bon allié. Vous vous souvenez, j'ai parlé de c'était quoi être un bon allié quand on parlait de l'homophobie il y a 3 semaines? Mais c'est la même chose. La première chose que tu peux faire en tant qu'allié, si tu veux montrer que tu veux aider les gens et que tu ne veux pas leur nuire et que tu veux être un allié justement de la cause, c'est lorsque tu vois un commentaire. Si tu vois quelqu'un qui fait une blague sur les Noirs, sur les Arabes, sur les Latinos, peu importe, si tu vois quelqu'un faire ce genre de blague, dis-leur, ça n'est pas drôle. Ça, c'est une blague raciste. C'est justement en posant des gestes et non pas en restant silencieux que tu peux justement aider. Évidemment, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Lorsque notre couleur de peau n'est pas noire, brun, foncé, bronzé, il y a certains trucs qu'on ne pourra jamais comprendre parce qu'on ne l'a jamais vécu. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller vérifier. Il y a ce qu'on appelle Shopping While Black. Ça, c'est quelque chose c'est un phénomène qui a été étudié principalement aux États-Unis, mais partout dans le monde, qui, en gros, là, indique que lorsque tu es une personne racisée, et particulièrement les personnes afrodescendantes, tu as plus de chances d'être suivi dans les magasins pour être sûr que tu n'es pas en train de voler. Donc, et ça, ça a été prouvé par plusieurs expériences sociologiques, je suis désolé. Alors, ça, si tu es blanc, il n'y a probablement aucune chance que tu te fasses suivre, sauf si, mettons, tu es une gang de jeunes. Ça, c'est un autre type de discrimination. On en parlera peut-être une autre fois. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense avoir abordé tous les sujets que je voulais voir. Ceux qui sont intéressés, je vous invite fortement à aller voir ici. Yeah! Briser le code, qui est un documentaire sur Télé-Québec, qui est gratuit, très intéressant, qui explique finalement quels sont les différents codes dans la société qui vont dicter l'opinion des gens et l'apparence des gens, l'opinion des gens par rapport à l'apparence des gens. Et c'était fait à Montréal. Je vous invite fortement à le voir. C'est vraiment intéressant et c'est d'actualité. Donc, ça va répondre, je pense, beaucoup à certaines questions que vous avez, peu importe vos origines ethniques. J'invite tout le monde à l'écouter. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui va vous toucher, je pense. Donc, voilà. Je vous souhaite à tout le monde de passer une bonne fin de journée. On se voit vendredi. N'oubliez pas que la vidéo va être enregistrée, donc vous allez pouvoir la réécouter par la suite. Sinon, bonne fin de journée. Bye bye.